On accueille sur ce plateau François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme. Bienvenue sur ce plateau. Le gouvernement mobilisé, une réunion ce soir à Matignon, on le disait, entre les représentants de la FNSEA, les jeunes agriculteurs et Gabriel Attal. Est-ce que vous saluez le dialogue ce soir? On peut saluer le dialogue autant qu'on veut. Maintenant, moi, ça fait plus de 5 ans que je suis sur la question des prix agricoles, parce que la clé, c'est le prix. Au fond, il faut voir qu'il y a une injonction de la part du gouvernement pour le monde agricole qui est schizophrénique. D'un autre côté, on leur dit de monter en gamme, on leur dit qu'il faut le bien-être animal, on leur dit qu'il faut éliminer les phytos, et de l'autre côté, on leur dit qu'il faut la compétition à l'international avec les fermes-usines au Brésil et éventuellement maintenant avec les fermes-usines en Ukraine. Et donc, il y a une injonction qui est complètement contradictoire. Vous ne pouvez pas à la fois vous bagarrer pour monter en gamme sur les produits et en même temps dire que vous devez vous adapter au dumping à l'international. Donc, ce qu'il faut maintenant, bah oui, il nous faut une exception agriculturelle. Vous savez, moi, ça fait 2 décennies qu'on le dit. Ça consiste en quoi, cette exception agriculturelle? C'est-à-dire que de la même manière qu'on a fait sortir la culture des traités internationaux, et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir encore... C'est ce que vient de dire le Rassemblement national. Ouais, exactement ce que vient de dire Jean-Philippe Tanguy. Écoutez, s'ils veulent imiter le discours et improviser un discours que moi je tiens maintenant depuis 2 décennies, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi je viens dire quelque chose avec constante, j'ai même écrit un bouquin sur ces questions-là, d'accord? Donc je dis, il nous faut une exception agriculturelle. Ça veut dire quoi? Ce qu'on a fait sur la culture, qui nous permet d'avoir un modèle français, avec du cinéma français, il n'y aurait plus un film français si on avait jeté ça entre les mains de l'OMC. Eh bien, il faut faire la même chose pour l'agriculture. Il faut se demander si, en fond, et c'est pour ça que moi je suis intervenu sur les questions agricoles. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort l'agriculture des traités internationaux et on n'a pas pour objectif d'avoir les prix les plus bas possibles. Si on veut rémunérer nos agriculteurs correctement, il faut des instruments de régulation. Qu'est-ce que c'est ces instruments de régulation? Je vais les citer, puisque là, en revanche, notre interlocuteur avant était bien incapable de les citer. Ce sont des prix planchers, oui, 1. C'est 2, des quotas d'importation, ce sont des quotas de production, et c'est le coefficient multiplicateur qui fait qu'entre le moment où vous achetez au producteur et le moment où c'est vendu en supermarché, il y a un multiple qui ne peut pas être dépassé. Ce que je vous raconte là, c'est pas l'Union soviétique, c'est pas la Corée du Nord. Qu'est-ce que c'est? C'est la politique agricole commune qui a été celle dans les années 80-90, avant que l'Europe ne décide de s'autodétruire. Décide de s'auto-déréguler. Et qui fait que ça a eu quoi comme conséquence? On l'a vu d'abord sur le lait. On a supprimé les quotas de production sur le lait, crise de surproduction qui a fait plonger les prix et qui a éliminé les produits. Tu voulais dire il n'y a plus d'importation, c'est plus d'échange en fait. C'est autosuffisant. Attendez, je ne vous dis pas que c'est l'autarcie. Ne confondez pas l'autarcie et la régulation des échanges. On a eu une régulation des échanges pendant des décennies qui n'a pas posé de problème. Donc il ne s'agit pas d'être dans l'autarcie, il s'agit d'être dans une régulation des échanges. Et ça, c'est tout à fait faisable. Et certains disent que ce serait suicidaire économiquement. Et il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur le sujet qui disent que voilà, ça frapperait de plein fouet les productions haut de gamme comme le vin et le fromage. Par exemple, je redonnais cet exemple. Et que ça entraînerait de graves conséquences économiques. D'accord, maintenant, vous savez, au fond, la question, je vais vous parler de prix, vous reparler des prix. Mais la question fondamentale, et j'entendais que vous le disiez tout à l'heure, on a des politiques qui sont en zigzag. On ne sait plus ce que veulent les politiques. L'interlocuteur le plus pertinent que j'ai entendu, moi, c'est le patron de la Fédération nationale bovine, donc la FNSEA, sur les bœufs et les vaches. Qui disait quoi? Qui disait, il faut qu'on nous donne un cap. Dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Si vous voulez qu'on fasse une agriculture familiale, on le fera. Si vous voulez qu'on nous concurrence la Nouvelle-Zélande, on le fera. Mais dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Et il faut qu'on dise aux paysans ce qu'on veut qu'ils fassent. Dans l'après-guerre, ça a été très clair ce qui a été demandé aux paysans. C'était quoi? C'était retrouver la souveraineté alimentaire. Et en une génération, en 1972, on retrouve notre souveraineté alimentaire. Pourquoi? Parce que l'État a appuyé la mécanique, il a appuyé la chimie, il a appuyé le démembrement et on a obtenu le retour à la souveraineté alimentaire. Mais depuis 1972, ça fait un demi-siècle maintenant, il n'y a plus de cap. Il n'y a plus de but qui est donné. Alors, est-ce que c'est la mission exportatrice de l'agriculture française? Ou est-ce que c'est, et je vous dis, moi, le cap que je porte, le cap, c'est les agriculteurs français, ils doivent d'abord aider, permettre que les Françaises, les Français de notre pays se nourrissent et se nourrissent bien.
Et s'il y a des surplus, ça va non mais pour là, l'international. il y a quand même un problème fondamental de coût. C'est que notamment vos amis politiques, par exemple, vont réclamer du bien-être animal. Et tout le monde le souhaite. On veut du bien-être animal. Ça nécessite de l'espace, ça nécessite des bâtiments, ça nécessite des investissements, éventuellement même, horreur, construire des nouveaux élevages. Je vous ai dit que la difficulté qu'il y a aujourd'hui en France pour ça. Et ça a un coût. Aujourd'hui, le porc bio en plein air, il ne se vend pas. Il est déclassé. Les gens n'ont pas les moyens en France de payer cette nourriture. Alors, d'abord, vous dire que la question clé est celle que vous énoncez, c'est-à-dire c'est la question du prix. La première chose sur laquelle il faut se bagarrer pour les agriculteurs, c'est le prix. Mais derrière, il y a le pouvoir d'achat. Si vous ne bagarrez pas sur le prix d'abord, ensuite, il n'y a pas la possibilité pour les paysans de se demander comment ils vont transformer leur agriculture parce qu'ils sont dos au mur, le couteau sous la gorge. Donc, il faut se bagarrer sur les prix. Et faire qu'ils soient payés correctement et qu'on se gaffe pas sur eux. Vous savez, il y avait cette image connue de la Révolution française où on voit un paysan avec sur le dos un curé et avec sur son dos à lui un aristocrate. Aujourd'hui, quelle est la réalité du monde paysan ? C'est qu'il a sur son dos l'industrie agroalimentaire, qui a sur son dos la grande distribution. Voilà ce qui se passe. Quand vous regardez, pendant les états généraux de l'alimentation, je me suis bagarré pour qu'il y ait un prix plancher. Il faut que le prix plancher sur le lait, ça soit 40 centimes du litre. D'accord ? On n'a pas eu le prix plancher. Aujourd'hui, Lactalis achète le litre 40 centimes. Pendant ce temps-là, on a le gasoil agricole dont le prix a triplé et on a les intrants agricoles qui ont doublé. Et pourtant, il achète 40 centimes du litre. Et la fortune de M. Beignet, le patron de Lactalis, augmente, elle, de 70% en 3 ans et atteint 10 milliards d'euros. Donc, le prix, oui, mais pour payer qui ? Est-ce qu'on veut que le prix paye les paysans ou est-ce qu'on veut que le prix paye les industriels dont le taux de marge n'a jamais été aussi élevé ? Vous avez vu que Bercy va envoyer un groupe de 100 inspecteurs justement pour s'assurer que les revenus des agriculteurs soient bien préservés dans ces négociations. Mais je trouve vraiment rigolo. Il y a 400 000 exploitations et on va envoyer 100 inspecteurs. Mais ça semble peu. C'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Moi, je le dis. Si on veut aider le monde agricole, il faut fixer les prix planchers. Vous mettez 45 centimes. C'est ce que proposait le Rassemblement national aussi. Ils me copient, qu'ils fassent du copier-coller. S'ils veulent, mais je vous le dis pas pour moi. C'est le fait la poule, hein, mais quand moi, même. je le dis pas pour moi. Vous savez, je m'en fiche. Je m'en fiche de ce que voteront demain les agriculteurs. Par contre, je dis... Pourquoi je me bagarre là-dessus ? J'ai pas envie qu'il arrive à l'agriculture française ce qui est arrivé à l'industrie française. D'accord ? Moi, j'ai vu les usines de mon coin, je les ai vues avec le libre-échange partir en Roumanie ou partir en Chine. Est-ce que, de la même manière qu'on a délocalisé l'industrie, on veut délocaliser aujourd'hui l'agriculture vers les firmes-usines ? Un peu de cohérence, Monsieur Ruffin. Votre famille politique est celle qui a réclamé à haut cri l'arrêt immédiat du glyphosate, l'arrêt de tous les pesticides. C'est celle qui prône 100% d'agriculture biologique. C'est un effondrement de rendement. Vous n'êtes pas cohérent. Aujourd'hui, les circonstances, et on vous en excuse, font que vous venez dire votre amour de l'agriculture sur un plateau de télévision, mais sur vos programmes, ce que vous prônez depuis des années, ça n'est pas tout à fait compatible avec ni la souveraineté alimentaire, ni une agriculture qui se tienne, et une agriculture digne. Et je vais me permettre de compléter la question. Bah oui, parce que ça suffisait pas. Mais non, justement, parce que dans le mal-être des agriculteurs, il y a la question de revenus, mais la question du mépris, parce qu'ils en ont marre qu'on les fasse passer pour des pollueurs. Les pollueurs, oui, ça aussi. Ça aussi, parce que ça aussi. Vous êtes les pros. Hein. Là, franchement, vous et vos copains écolos, c'est vraiment l'agriculteur aujourd'hui, c'est le pire. La réponse de François Ruffin. D'abord, mon amour de l'agriculture, j'en ai fait des livres, j'en ai fait des milliers d'amendements, j'en ai fait des discours entiers à l'Assemblée nationale. C'est pas vous personnellement, elle est mais pas vos alliés, pas approuvée ici ce soir. Maintenant, Frédéric Hermel, laissons François Ruffin répondre. Qu'il y ait une volonté. Pour moi, l'horizon, il est lequel ? L'horizon, il est cette transformation écologique de l'agriculture. Oui, c'est l'horizon qui est apporté. Maintenant, il faut permettre aux gens de se diriger vers cet horizon-là. Or, ça n'est pas du tout fait. De la même manière que je vous disais que dans l'après-guerre, il y avait un cap qui a été fixé par l'État, qui était la souveraineté alimentaire, et voilà comment on va y arriver. Aujourd'hui, on a un État qui vous dit il faut sortir de ça, mais qui indique pas du tout comment on va y arriver. Donc aujourd'hui, il faut pas seulement fixer un horizon, mais qu'il y ait un chemin qui soit fait avec les gens. Or, aujourd'hui, c'est pas fait du tout. Charles Consigny, non, malheureusement, il y a ce qu'on voit aussi en ce moment, c'est cette tension qui existe sur la transition écologique, justement, dont je parlais tout à l'heure.
malheureusement quand même, dans ces normes qui exaspèrent les agriculteurs, il y en a beaucoup qui sont édictées dans la période récente pour des motifs écologiques. Au nom de l'écologie. Au nom de l'écologie, au nom de cette transition écologique. Donc c'est sans doute très mal fait. Moi, je suis assez d'accord avec une partie de ce que dit François Ruffin. Je pense que l'État doit en effet fixer un cap et essayer de faire en sorte que les choses soient cohérentes et que les agriculteurs soient pas paumés en rase campagne. Et on peut difficilement ne pas être d'accord avec ce qui est soulevé sur le salaire, notamment, par exemple, du patron de Lactalis. On est là pour dire les choses. Et on a parlé il n'y a pas très longtemps du salaire. Je ne veux pas y revenir pour pas attirer sur l'ambulance, mais il se trouve que Mme Oudéa-Castéra était très bien payée, notamment au sein du groupe Carrefour. Mais oui, mais c'est quand même important. Je veux dire, pendant que les agriculteurs se pendent parce qu'ils ne gagnent pas leur vie, vous avez des gens qui, parce qu'ils sont au COMEX, au comité exécutif de Carrefour, sont payés des fortunes. Ça c'est quand même une réalité. Et je trouve que les moments de crise comme ceux qu'on vit en ce moment sont aussi des moments où il faut mettre ces sujets-là sur le tapis. Et mettre peut-être, c'est une supposition de ma part, une certaine inertie de certains gouvernements qui, parce qu'ils ont des liens quand même avec cette société qui évolue d'un COMEX à l'autre, eh bien, des conflits d'intérêts, ils ont du mal. Oui, parce que c'est un certain milieu qui fait que on s'entend bien entre gens bien payés, tout simplement. Et ben ça, je trouve que les moments de crise qu'on vit, c'est vrai que c'est la dignité de la France d'avoir encore une agriculture magnifique et il faut, et ce serait la dignité de nos gouvernants de pas seulement faire les mêmes réunions que d'habitude, parce que là ce qu'on a vu c'est vraiment les mêmes images que d'habitude, et d'essayer de mettre les vrais sujets sur la table. Et ben, dans les sujets il y a effectivement, et là je pense qu'on pourrait même faire une union sacrée là-dessus, il y a effectivement la rémunération de ces agriculteurs par rapport à la rémunération de la grande distribution. Je terminerai par là, quand même les plus grandes familles françaises, plus grande fortune dans ce pays, vous en avez toute une partie qui se sont faites grâce à la grande distribution. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour les éleveurs et les agriculteurs. Non, il y a un sujet qu'on partage, c'est le trop-plein de normes, notamment pour les agriculteurs. Ça, on est parfaitement d'accord. Mais il y a pire que les normes. La transposition dans le droit français des normes crée des règles de concurrence qui sont déloyales. Je vais vous prendre un exemple, je crois que ça va parler à tout le monde. On vient de signer un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. À Pâques, dans votre assiette, vous aurez peut-être de l'agneau, mais qui viendra de Nouvelle-Zélande. C'est déjà le cas d'ailleurs. Qui aura donc passé... On importe 60% des ovins. Je termine juste, si vous voulez bien. Qui aura donc passé 6 mois dans un frigo, fait des milliers de kilomètres, qui aura été élevé selon des normes environnementales et sanitaires qui n'ont rien à voir avec celles qu'on impose à nos producteurs. Et vous allez demander ensuite aux producteurs français de se battre à l'international tout en respectant la qualité que légitimement on attend de leur cheptel. Pardon, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle une injonction contradictoire. On leur demande une chose et son exact contraire. Pardon, aucun domaine autre que l'agriculture n'accepterait de faire son business dans une situation de concurrence aussi déloyale. Eh ben, les agriculteurs, c'est exactement ce qu'on leur demande. Et vous étonnez qu'ils soient sur les ronds-points. Et en les engueulant en prime. Et en plus, en les engueulant, absolument. Qu'est-ce qu'on peut donc... On l'a bien vu, Gabriel Attal va apporter des réponses, là, à court terme. Concernant ces normes, qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour simplifier toutes ces normes? D'abord, il peut y avoir une convention sur laquelle un agriculteur n'est pas là pour remplir des paperasses toute la journée. Mais je dirais que c'est presque une maladie chronique aujourd'hui. Un infirmier, on lui demande de s'auto-évaluer et de remplir de la paperasse en permanence. Donc on est comme ça dans une méta-paperasserie qu'il s'agit d'éliminer. Mais... je veux dire, aller vers le chemin de la transition écologique serait acceptable pour les agriculteurs s'ils n'étaient pas mis en concurrence de cette manière-là en permanence. La première chose à faire pour M. Attal, pour M. Macron, c'est de faire ce sur quoi ils s'étaient engagés. Ne pas signer le traité sur le Mercosur. Ils avaient dit qu'ils le signeraient pas. Aux dernières nouvelles, ils vont pas le signer. Aux dernières nouvelles, c'est pas mes dernières nouvelles. Mais là, pour le coup, c'est la révolution qui sont des campagnes. C'est signé. C'est signé. En effet. Mais ce serait pire avec le Mercosur. Rappelons-nous que dans le cœur de la crise Covid, pour moi, le président de la République avait eu des propos sensés à ce moment-là. Il avait dit déléguer notre santé, notre alimentation, notre cadre de vie à d'autres est une folie. C'est de la folie que d'avoir ce libre-échange mondialisé avec des cours complètement volatiles qui ne permettent pas aux agriculteurs de s'inscrire dans la durée. Là, je veux dire,
Imaginez un traité de libre-échange avec le Brésil, avec des élevages qui sont 15 000 fois plus grands que les élevages français. Avec beaucoup plus de place, bien entendu, un territoire qui n'a rien à voir. Et avec 51 molécules qui sont autorisées là-bas, avec des antibiotiques, avec de la nourriture OGM, et on se dit qu'on va mettre en concurrence les agriculteurs brésiliens avec les agriculteurs français. C'est une folie. Donc, cette folie-là, il faut à un moment la canaliser, la stopper et réintroduire de la régulation. Il y a une autre mesure qui met les agriculteurs en colère, c'est la hausse progressive de la fiscalité sur le gazole non routier. Vous appelez à ce qu'il n'y ait pas de hausse ? Écoutez, on a le gasoil qui déjà, dont le prix a été multiplié par 3, et l'idée du gouvernement, c'est de se dire, on va multiplier par 2 la taxe là-dessus. Mais attendez... Parce que là-dessus, Bruno Le Maire a déjà dit non. Là-dessus, mais de la même manière que vous avez des prix de l'électricité qui ont grimpé de 50%, et on vous dit qu'on va rajouter une taxe sur l'électricité de 10%. Enfin, là, je me demande où ils sont. Ils comprennent pas comment vivent les gens aujourd'hui dans le pays. C'est pour financer le bouclier qu'il y a eu avant. Mais que ça soit pour financer quoi que ce soit. C'est la fin du quoi qu'il en coûte, vous savez, la semaine dernière, je veux pas changer de sujet, mais j'étais chez des gens qui ont des problèmes de facture d'électricité. Si vous leur dites qu'ils vont augmenter, que ça va augmenter de 10%, je veux dire, et là de la même manière. Si vous n'aviez pas combattu le nucléaire, Monsieur Ruffin, on ne serait pas dans cette situation. C'est quand même dommage. Non, mais, écoutez, vous êtes trompé si longtemps. Là aujourd'hui, c'est pas le sujet qui est sur la table. C'est vous qui avez parlé d'électricité. Non, mais. Donc moi je veux bien me lancer sur la question du quel est le mix énergétique dont on a besoin aujourd'hui, mais je crois que la véritable question aujourd'hui est celle des agriculteurs. Et je le redis, pour les agriculteurs, ce qu'il nous faut, c'est un prix juste. Vous savez, j'en veux d'autant plus au gouvernement que personnellement je me suis impliqué dans les états généraux de l'alimentation. Et qu'en fait, il y a des dizaines de milliers de personnes qui s'y sont impliquées, qui y ont cru. Et qu'à l'époque, il y avait quasiment un consensus. Je vous lis des citations de l'époque. Vous aviez Serge Papin, le PDG d'Intermarché, qui disait « Il faudrait des prix minimums garantis ». Vous aviez Michel Leclerc qui disait « Mettons un prix minimum, un prix plancher. On a bien un salaire minimum. Pourquoi pas un prix minimum du lait et de la viande ?» Et cette opportunité qui existait de re-réguler un peu, d'avoir des outils, je le dis, le coefficient multiplicateur pour que la grande distribution se gaffe pas, d'avoir des prix planchers pour être assuré que les agriculteurs puissent se payer comme il faut. On avait là une opportunité et ils n'ont pas utilisé. Au contraire, ils se sont lancés dans une usine à gaz à laquelle personne n'a jamais rien compris et qui n'a pas du tout porté les fruits qui devaient être portés. Alors, j'aimerais qu'on entende Jérôme Bail sur ce sujet. Vous êtes éleveur de bovins, dans le Volvestre, c'est en Haute-Garonne. Vous êtes l'un des leaders du mouvement de blocage à Toulouse. Est-ce que vous avez un peu d'espoir après cette réunion, ce dialogue quand même entre la FNSEA et le gouvernement ? Mais moi, je ne sais pas trop ce qui s'est dit. En tout cas, j'ai eu Armand Rousseau vite fait. Il a dit que le Premier ministre voulait redonner une place forte de l'agriculture au niveau européen, au niveau mondial. Mais bon, moi, personnellement, j'ai vraiment perdu confiance aux paroles du gouvernement. Donc, j'attends vraiment des actes. Plus que des paroles. Mais oui, il faut vraiment remobiliser les troupes et vraiment remotiver les agriculteurs français à produire et les aider à produire de la qualité pour qu'on retrouve une place forte, oui. Vous allez poursuivre donc les opérations dans les prochains jours ? Ah oui, on n'a pas l'intention de partir. Moi, ma monnaie d'échange, c'est la venue de Monsieur Attal chez nous à Toulouse et avec des propositions concrètes sur les revendications qu'on demande. Je veux pas de paroles, je veux des écrits. Et on veut des écrits pas éphémères, on veut des écrits qui durent et qui puissent pérenniser l'activité agricole dans notre région et surtout dans toute la France. Alors justement, comment est-ce que vous comptez faire pour que ce mouvement qui pour l'instant reste quand même plutôt localisé dans le sud-ouest, pour qu'il se nationalise? Est-ce que vous comptez aller jusqu'à Paris? Mais s'il est localisé dans le sud-ouest, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'aujourd'hui, le revenu agricole le plus bas en France, c'est dans le sud-ouest. Donc on a commencé en bas à se réveiller. Mais les problématiques du GNR et tout ça, ça va toucher toute la France et toutes les exploitations. Donc je pense que petit à petit, avec tous les messages que je reçois,
énormément de blocages en France vont commencer à entrer en action à partir de demain, après-demain, et ainsi de suite. Et je l'ai dit, je le répète, il faut que tous les agriculteurs viennent dans mon chemin et dans mon sillage et pour monter à Paris, faire entendre notre voix devant l'Élysée ou au Salon de l'Agriculture, on saura le faire, bien sûr. Vous allez rester toute la nuit là sur place? Mais comme depuis 5 nuits, hein. Vous savez, je dois être à 10 heures de sommeil en 5 nuits. Avant-hier, il a fait moins 7 degrés et on a dormi dans une caisse à céréales sur 20 cm de paille, sans chauffage. Ça prouve sûrement notre détermination. Merci beaucoup, Jérôme Bail d'avoir témoigné sur notre antenne. Certains disent que c'est un nouveau mouvement des Gilets jaunes, les Gilets verts. Ça, c'est une vraie crainte de la part de l'exécutif? Alors, c'est trop tôt pour le dire. Pour le moment, c'est encore localisé dans une partie de la France. Mais ce que l'on voit bien, c'est que s'il n'y a pas de réponse immédiate, ça peut parfaitement dégénérer, faire tache d'huile. Et d'ailleurs, les organisations départementales des syndicats, y compris les syndicats qui ont été reçus à Matignon, sont en train de prévoir des manifestations sur l'ensemble du territoire. Il dit on pourrait aller jusqu'à Paris et perturber notamment le salon de l'agriculture. Et exactement, et vous avez dit quelque chose d'important tout à l'heure, c'est qu'il y a un salon de l'agriculture, il y a des élections européennes, il y a les Jeux Olympiques. Peut-être qu'on est rentré dans une séquence extrêmement longue. Et pour éviter cette séquence longue, il faut qu'il y ait des réponses concrètes. Et là, pour une fois, c'est un dialogue qui dépasse largement les corps intermédiaires. On voit bien que la base a pris la part. C'est pour ça que Gabriel Attal s'est dépêché de faire venir la FNSEA à Matignon. C'est pour essayer de réencadrer le mouvement. Parce que là, pour le moment, il échappe aux organisations syndicales. Ce que l'on sent, c'est un degré d'acceptabilité des gens qui ont été bloqués. Ouais. On a vu dans tous les reportages, il y a une vraie sympathie pour ce mouvement chez les gens, même qui ont été bloqués sur les autoroutes. Alors c'est vrai, c'est vrai de tous les mouvements sociaux. Au début, quand les Gilets jaunes ont commencé, 70 ou 80% des Français. Il y a une vraie affection pour les agriculteurs du pays aussi. Et les gens comprennent. De la part des Français. Les gens comprennent bien que les agriculteurs ont de vrais problèmes. Et la France, grand pays agricole, reste attachée sur l'agriculture. Il faut quand même aussi comprendre que la situation française n'est pas celle qu'elle est en Allemagne. On n'en est pas du tout au même niveau. Parce que la taxe qu'ils allaient prendre, eux, sur le gazole n'a pas été négociée. Elle allait leur tomber sur la tête d'un coup. Je crois que c'était plus que ça. C'était plus de 50 centimes d'un coup. C'est un truc colossal. En France, les organisations syndicales avaient négocié dès le mois de novembre avec le gouvernement une diminution de cette hausse, son étalement dans le temps. Alors évidemment, ça reste une augmentation et ça reste un coût supplémentaire, une charge supplémentaire pour les agriculteurs, mais elle a été quand même contenue, si bien que le dialogue était déjà engagé. Ce qui est certain, c'est que les organisations, notamment la FNSEA, craint énormément un débordement de sa base, ce qui place d'ailleurs Emmanuel Macron en position très délicate pour les européennes, parce que lui, qui avait envisagé notamment quelqu'un comme Pascal Canfin, comme tête de liste, Pascal Canfin, qui est la bête noire des agriculteurs, c'est le président de la commission environnement à la Commission européenne, il a voté absolument tous les textes sur lesquels il demande aujourd'hui qu'on puisse revenir, donc ça c'est plus possible, et il n'y a pas vraiment de figure comme ça qui comprennent le monde agricole. J'ajoute, et là pour les européennes c'est le dernier enjeu, mais qui concerne tous les partis, qu'il y a peut-être aujourd'hui sur 80 députés européens français, 7, 8 qui connaissent le sujet agricole, et encore je suis généreuse, ils n'y connaissent rien. Il va falloir qu'ils se mettent à la page, mais alors très très vite. Justement, je voulais vous faire réagir sur le Rassemblement national qui essaie de tirer profit de cette colère et qu'on écoute Robert Ménard. Robert Ménard, il dit jusqu'alors, les agriculteurs, ils votaient pas tellement pour le Rassemblement national, et c'était en train de changer un petit peu. Justement, il y a un créneau. On l'écoute, je vous fais réagir derrière. C'est une crise politique. Ouais. Écoutez, juste, les agriculteurs, c'était quand même la partie de la population qui votait pas pour le Rassemblement national. C'était... Vous avez vu les derniers chiffres, presque 30% aujourd'hui des agriculteurs vont voter Rassemblement national. Oui, mais enfin, attendez, sauf qu'avant, c'était pas du tout le cas. Ils votaient pourquoi? C'était le lieu où la droite classique, je sais pas comment l'appeler. Chez vous, c'est plus que 30% pour le chez moi, bien plus que ça. Il faut rigoler, j'en sais rien. C'est majoritaire. François Ruffin, comment vous expliquez que le Rassemblement national arrive, contrairement à vous, pardonnez-moi, à tirer profit de cette colère-là?
Je pense que, vous savez, ce qui se passe, ce phénomène dans la durée, c'est que le bloc social, le bloc libéral central, aujourd'hui, il n'arrive plus à assurer la sécurité, la protection des Français qui travaillent. Quand j'entends cet agriculteur, au fond, j'entends des tas de salariés qui aujourd'hui ont du mal à vivre de leur travail. Voilà la question qui est posée. Le gasoil, c'est la goutte qui fait déborder le vase, ou le jerrycan, ou le réservoir du tracteur. Mais c'est pas la cause fondamentale. La cause fondamentale, c'est comment on fait pour vivre de son travail. Les agriculteurs ne vivent plus de leur travail. Mais pourquoi le Rassemblement national arrive à se positionner et à prendre des voix C'est pas fait. Vous savez, c'est une bataille qui est en cours. C'est une bataille qui est en cours pour tous les gens qui voient que le système actuel, où on le dit concurrence, où on dit compétitivité, où on dit que tout doit passer par le marché, que le marché ne marche plus, que les marchés les met en danger. C'est ce qui se passe là aujourd'hui, puisque les marchés ne payent plus, ils sont payés par subvention, qui assimilent à des aides, qui les mettent mal à l'aise, et ils demandent simplement à pouvoir correctement payer par leur travail. Tous les gens qui voient que ça marche plus, ils cherchent une autre réponse. Eh ben, il faut qu'il y ait une réponse qui soit une réponse progressiste, une réponse de gauche. Alors en disant, ce dont vous avez besoin, c'est de la régulation. Mais vous avez entendu tout à l'heure ce qu'a dit le représentant du Rassemblement national. En gros, la crise que vivent les agriculteurs, c'est la faute de l'Union européenne. Et il se trouve qu'il y a des élections européennes. Donc on voit bien que le terrain de prédilection pour le Rassemblement national, ça va être celui-là. Mais pardon, les opposants au Rassemblement national peuvent aussi faire leur travail politique. Rappelez par exemple qu'aujourd'hui, les manifestations devant le Parlement anglais, que je sache, l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. Eh ben, ils manifestaient devant le Parlement parce qu'ils veulent des prix justes pour les fruits et les légumes. Eux, ils n'ont pas eu la loi Egalim, contrairement à nous. Alors, elle est très imparfaite, ça a été dit, ça ne fait aucun doute. Mais au moins, il y a un cadre. Imparfait, mais il y a un cadre. Eux, ils n'ont rien. Et ils ne sont plus dans l'Europe. Donc, montrer du doigt l'Europe, c'est insuffisant. Oui, il y a des problèmes. Par exemple, la baisse de la production, c'est un contresens et un non-sens total. Mais on rappelle aussi, je rappelle ce chiffre, 30% du budget européen est destiné à l'agriculteur, à l'agriculture. Et les 9 milliards d'euros ont besoin de l'Europe. 9 milliards d'euros pour les agriculteurs français. Mais on voit que la PAC a baissé aussi pour beaucoup de gens. La PAC, il faut bien s'entendre, ce ne sont pas un cadeau qu'on fait aux agriculteurs. La PAC, c'est finalement le prix. Ça compense le fait que les Européens ne payent pas le prix qu'ils devraient payer pour leur alimentation. C'est pas autre chose. On consacre 14% de notre budget à la bouffe. Dans les années 50, c'était 40-50%. On ne paye pas ce qu'on devrait payer. Et c'est ça que rémunère la PAC. Mais alors là, moi, je suis pour une augmentation de la part du budget des ménages consacré à l'alimentation. J'ai même fait campagne en 2017 en l'affichant. Mais ça veut dire quoi pour le pouvoir d'achat des Français qui nous écoutent? Il faut qu'autre chose baisse. Qu'est-ce qui doit baisser aujourd'hui? C'est la part du logement. Le grand problème du pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est la part du logement. 60% dans le budget d'un ménage. Il faut absolument faire baisser la part du logement dans le budget des ménages. C'est la dépense contrainte, c'est celle qui étouffe les gens. Il faut faire baisser la part du logement dans le budget des ménages. Par rapport à l'alimentation, c'est surprenant d'ailleurs que ça ne fasse pas plus scandale que ça. Parce qu'aujourd'hui, l'alimentation, la vérité, c'est que dans la durée, ça a été la variable d'ajustement sur lesquelles on ne voit pas comment faire pour se priver sur son logement. C'est contraint. Donc du coup, au moins, quand on va dans les rayons du supermarché, on peut choisir. Exactement. On peut choisir quel niveau de gamme on va acheter, et ainsi de suite. Donc, il faut que l'agriculture, nos agriculteurs cessent d'être la variable d'ajustement de ce système. Voilà la clé. C'est pour ça que je le maintiens. Il nous faut des prix planchers. Je le dis, il y a eu une Europe qui, pendant un temps, a été une Europe protectrice des agriculteurs. Par des instruments de régulation que j'ai énumérés, que je réénumère parce qu'il faut que ça rentre dans les têtes des gens et aussi dans les têtes de nos dirigeants. Mais l'injonction, elle était productiviste, alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Mais vous pouvez avoir... vous savez, pour moi, on a eu raison d'être productiviste jusqu'en 1972, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'on ait atteint notre souveraineté alimentaire. Et après, il fallait trouver un nouveau cap. Fallait donner un nouveau cap à l'agriculture. On n'en a pas trouvé, on a continué dans la même direction. Résultat, on a voulu faire la mission exportatrice de l'agriculture française. C'était pas une solution. Mais vous pensez qu'il faut arrêter d'exporter des céréales, du grain aux pays du Maghreb? Parce qu'il y a 9 pays dans le monde, 9 pays dans le monde qui sont en capacité de produire suffisamment pour exporter et nourrir ces pays qui ne pourront pas, qui ne peuvent pas, c'est physique. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire. Je dis qu'on doit avoir un but central, parce qu'aujourd'hui, c'est toutes nos marchandises qui sont fixées par le cours mondialisé. C'est pas seulement... Mais c'est pas pour ça qu'on les exporte. Donc, je vous dis par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire sur les céréales, d'accord? Il faut avoir un cours interne à l'Union européenne, un cours pour notre
notre consommation, une protection de notre consommation, que ça soit protégé par un... Donc il faut revenir sur le Green Deal. Mais ça n'a rien à voir. Si, ça n'a rien à voir. 20% de rendement en moins. Déjà, on importe des céréales. L'an dernier, on a apporté 40 millions de tonnes de céréales en Europe. On n'a pas produit assez. Est-ce que je suis pour produire moins dans l'Union européenne? Non. Maintenant, je me fixe l'objectif. On doit se fixer un cap. On doit dire aux agriculteurs à quoi ils nous sont utiles. Vous savez, dans tout ce que j'entends chez les agriculteurs, et croyez-moi que je les entends pas qu'à la télé, d'accord? Ce que j'entends, c'est des problèmes matériel, mais aussi un problème quasiment spirituel. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, quel est notre sens? Qu'est-ce qu'on apporte à la société? Eh bien, pendant un temps, ça a été clair. On vient pour nourrir le pays. Et aujourd'hui, c'est plus aussi clair que ça. Donc, il faut qu'il y ait une affirmation d'un cap, d'une volonté politique qui dise un cap. Le but premier de l'agriculture, ici, c'est de nourrir les gens d'ici. Je retiens que le Green Deal, pour vous, c'est fini. Non, je ne dis pas que le Green Deal, aujourd'hui, vous dites qu'il faut pas produire moins. On ne doit pas avoir pour objectif de produire moins. On doit avoir pour objectif, aujourd'hui, de produire mieux. On doit avoir pour objectif de produire en protégeant nos agriculteurs. Protégeant nos agriculteurs, c'est-à-dire que l'Union européenne ne doit pas dire qu'on les met en concurrence avec les fermes-usines du Brésil ou avec, demain, les fermes-usines d'Ukraine. Parce que, Monsieur Neumann, la réalité quand même, c'est que les importations d'Ukraine, normalement, c'était en transit sur le territoire de l'Union européenne pour aller sur les pays du Maghreb. Et que finalement, de transit, ça s'est vendu avec du coup une chute des cours. Ben non, il faut qu'on refuse ça. Il faut que accrochez-vous. Il faut que les prix, ça va être dur. Que les prix pour nos agriculteurs, et on verra, ils soient régulés. Moi, je viens pour porter un mot qui est ici, le mot de régulation, et de dire aux agriculteurs. Que justement, ils en auront le bol des normes. Mais non. Non, mais j'ai compris votre idée. La régulation, ce n'est pas de la norme. J'ai compris que c'était pas pour eux les normes, c'est des normes pour leur permettre de vendre leurs marchandises, leurs produits à des prix décents. Mais il n'empêche que ils viennent dire qu'ils n'en peuvent plus des normes, et finalement les politiques, qu'est-ce qu'ils trouvent comme réponse? C'est des nouvelles normes. Mais non. Alors, j'ai bien compris qu'elles ne s'appliquaient pas à eux. Mais quand même, on réagit en termes de normes. Il y a un autre sujet. Non, mais on a très bien compris votre. Il y a quand même un autre sujet. On n'a peut-être pas le temps de l'évoquer, mais il me paraît quand même pas anodin. C'est quand même la prolétarisation des Français. C'est quand même le fait qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a fait... oui, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on a fait du hard discount pendant des années? D'ailleurs, c'est un tout petit peu, entre guillemets, passé de mode ces derniers temps. Mais je me souviens d'une période, on entendait parler, mais que de ça toute la journée. Le fait qu'on pouvait acheter un litre de lait pour 2 centimes si on venait entre 15h et 18h à tel hypermarché, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, avec ce qu'on les paye, n'ont pas les moyens de faire leurs courses de manière décente. Le logement avale tout. Mais il y a le logement qui avale tout, mais il y a aussi le fait... Oui, mais prenez les salaires des Français, vous verrez combien sont payés les gens en France. Et ça, c'est un énorme sujet sur lequel, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que le gouvernement ait fait preuve de beaucoup de volontarisme. On verra en tout cas ce que le gouvernement propose pour répondre à cette colère des agriculteurs. Vous avez quelques secondes pour répondre à Charles Consigny. Je suis bien d'accord avec M. Consigny. Il faut que simplement tous les Français, tous les habitants de notre pays puissent vivre de leur travail, bien en vivre et pas en survivre. Et le nombre de smicards dans notre pays a augmenté de 50% ces dernières années. Et donc, de la même manière qu'on doit sortir les paysans, on doit sortir les salariés de cette smicardisation de la société en les payant comme il faut, parce que ce sont eux qui feront tourner notre pays. Et François Ruffin et Charles Consigny d'accord sur ce plateau. On ne sera pas forcément d'accord sur les causes de cette smicardisation. Moi, je pense qu'il y a trop d'impôts, trop de taxes et trop de réglementations. Allez, s'il vous plaît, je voulais qu'on retourne. Le dernier mot, c'est ça le principe. Toujours. Mais je suis d'accord aussi que les patrons doivent faire un effort pour mieux payer les gens. C'est là-dessus qu'on se rejoint.